Cette semaine, nous plongeons au cœur des événements qui transforment notre planète. Du dénouement passionnant de la Coupe du Monde au décollage de l'IA dans tous les secteurs, en passant par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les défis climatiques, nos experts décryptent les forces en jeu. Accrochez-vous, l'actualité est dense. Marc, Julie, le monde de l'IA et de la robotique est en pleine effervescence. On entend parler de partout, mais concrètement, qu'est-ce qui nous marque le plus cette semaine ? Ce qui frappe, Sophie, c'est la convergence de l'IA physique et de l'automatisation. Des géants comme Toyota, Fujitsu, avec ses partenaires japonais Fanuc et Kawasaki, et même des constructeurs comme McLaren, investissent massivement. Les robots quadrupèdes de Strider ou les bras manipulateurs de Mimic Robotics ne sont plus de la science-fiction, mais des outils d'inspection, de construction et de logistique, dopés par l'IA de Nvidia. La course est lancée pour optimiser la productivité à l'échelle mondiale, et la Chine, avec Moonshot AI et ses modèles Kimi, ne cesse de rattraper son retard, parfois même en le devançant avec des innovations comme l'IA incarnée. C'est impressionnant en termes d'efficacité, mais cela soulève aussi des questions cruciales. Dans les usines électroniques, l'IA et la robotique améliorent sa haut la qualité, mais qu'en est-il des emplois ? À Shanghai, on voit des robots accueillir les touristes ou des agents virtuels nous conseiller, ce qui peut améliorer l'expérience, mais aussi réduire l'interaction humaine. Sans parler des risques de dépendance émotionnelle aux compagnons virtuels, comme le montrent les régulations chinoises sur l'IA anthropomorphique. C'est une transformation qui doit être pensée avec une dimension éthique et sociale forte pour éviter de créer de nouvelles fractures. Passons au phénomène planétaire de la semaine, la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. Un match historique, mais dont les coulisses ont aussi beaucoup fait parler. Marc, la FIFA a-t-elle atteint tous ses objectifs financiers ? Absolument, Sophie, cette édition 2026 est un record absolu, avec 10 milliards de dollars de revenus pour la FIFA, bien au-delà de toutes les prévisions. Les prix des billets pour la finale ont dépassé les 11 000 dollars sur le marché de la revente, une flambée inédite. Entre les pauses d'hydratation controversées, les spectacles de mi-temps à la Super Bowl avec des stars mondiales et l'idée d'un mondial à 64 équipes, la FIFA sous Gianni Infantino embrasse pleinement le style de vie américain de la maximisation des profits, quitte à distordre les règles du jeu. C'est une transformation du sport en méga divertissement à l'échelle planétaire. C'est justement là où le bât blesse. Si le spectacle était au rendez-vous, avec des records comme les 22 buts de Kylian Mbappé ou la performance exceptionnelle de Jude Bellingham, l'accès au stade est devenu un luxe inabordable pour de nombreux fans. La présence du président Trump à la finale a aussi entraîné des mesures de sécurité draconiennes, provoquant des heures d'attente. Et ces fameuses pauses d'hydratation, officiellement pour la santé des joueurs mais perçues comme une opportunité publicitaire, ont perturbé le rythme du jeu. Le sport perd-il son âme au profit du divertissement et du commerce ? C'est un débat qui va bien au-delà du simple résultat du match, même si le sacre de l'Argentine de Lionel Messi a été une apothéose pour beaucoup de fans. La situation au Moyen-Orient reste une source d'inquiétude majeure. Les hostilités entre les États-Unis et l'Iran ont repris de plus belle cette semaine. Marc, quelles sont les implications de cette escalade, notamment sur le marché de l'énergie ? La spirale de représailles se poursuit. Après la mort de 2 soldats américains en Jordanie, les États-Unis ont multiplié les frappes en Iran, qui a riposté par des attaques de drones sur des bases au Koweït. Le cessez-le-feu négocié par l'administration Trump s'est effondré. Au cœur de cette tension, la fermeture du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement pétrolier mondial. L'Europe est particulièrement vulnérable, avec moins d'un mois de réserve de kérosène pour l'aviation, un niveau critique. Si la Chine joue un rôle d'amortisseur en rééquilibrant sa demande, le coût du carburant reste une préoccupation majeure, y compris en France avec le plafonnement des prix de Total Energy. Au-delà des chiffres, ce sont des vies qui sont directement affectées. En Iran, les frappes militaires et la canicule persistante ont provoqué des coupures de courant massives, plongeant les habitants dans le noir. En Israël et Palestine, les tensions se manifestent par des démolitions de maisons, des attaques de colons et le débat sur un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Ces conflits ont un coût humain et social immense, perturbant la vie quotidienne et exacerbant les crises humanitaires. On voit une région sous une pression extrême, où la diplomatie semble avoir déserté la scène. Outre-Manche, Andy Burnham prend les rênes du gouvernement britannique. Il hérite de 5 maux de tête majeurs. Marc, quels sont les principaux défis économiques et industriels qui l'attendent ?
Burnham devra jongler avec une multitude de priorités. Sur le plan économique, il doit réduire les dépenses de protection sociale de 58 milliards de livres, tout en augmentant le budget de la défense à 3% du PIB, un défi budgétaire colossal. La nationalisation de British Steel, avec les menaces de compensation de la part de Jingye, l'ancien propriétaire chinois, est un dossier épineux qui tend les relations avec Pékin. Il a aussi annulé le plan d'identité numérique et annoncé de nouveaux forages pétroliers en mer du Nord, un virage pragmatique mais controversé. Le futur de Thames Water, une compagnie d'eau lourdement endettée, pourrait également le pousser vers une nationalisation, risquant une coûteuse bataille juridique. Ces décisions auront un impact direct sur la vie des Britanniques. Réduire les dépenses sociales en quoi? Dépenses sociales, c'est toucher aux plus vulnérables. La crise du logement est aiguë, avec un objectif de 1,5 million de nouvelles habitations et l'intégration d'1 million de jeunes sans emploi ni formation est une urgence sociale. Le débat sur la nationalisation de British Steel ou de Thames Water, au-delà des enjeux financiers, soulève la question du rôle de l'État dans la protection des emplois et des services essentiels. Le style de gouvernance de Burnham sera scruté, car il devra regagner la confiance des bases travaillistes perdues par son prédécesseur, Keir Starmer. Enfin, en Amérique du Sud, de terribles séismes ont frappé le Venezuela et le Pérou. Julie, la situation est-elle toujours aussi dramatique sur place? Malheureusement, oui. Au Venezuela, 24 jours après le double séisme, le bilan officiel dépasse les 5100 morts, avec des milliers de blessés et de déplacés. Des villages entiers sont isolés, dépendant de l'aide humanitaire comme celle du Programme alimentaire mondial. La réponse des autorités a été critiquée pour ses retards et son manque de moyens. Au Pérou, un autre séisme de magnitude 5,5 a causé 5 morts et d'importants dégâts, soulignant la vulnérabilité des constructions en adobe. Ces catastrophes révèlent l'urgence de mieux préparer les populations et les infrastructures aux risques naturels, particulièrement dans les régions situées sur la ceinture de feu du Pacifique. Ces événements sont une triste piqûre de rappel sur l'importance de la résilience des infrastructures et de la coordination des secours. Au Venezuela, l'embargo pétrolier américain, combiné à la crise, a exacerbé les pénuries de carburant, rendant l'aide et la reconstruction encore plus difficiles. C'est un cercle vicieux où les tensions géopolitiques et les catastrophes naturelles s'amplifient mutuellement. Les coûts économiques de la reconstruction seront colossaux, sans parler de l'impact à long terme sur l'agriculture et le tourisme, comme on l'a vu à Cuba avec l'embargo. L'adaptation au changement climatique et la gestion des risques deviennent des impératifs stratégiques pour ces nations. C'était Clés Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain.